D'ici 2050, des milliards de personnes pourront faire face à de graves pénuries d'eau. Et honnêtement, on comprend vite pourquoi. Les centres de données d'IA consomment d'énormes quantités d'eau juste pour refroidir leurs serveurs. Les rivières s'assèchent et les nappes phréatiques se vident plus vite que la nature ne peut les remplir. Certains experts craignent même que les futurs conflits ne se fassent pour l'eau douce plutôt que pour le pétrole. Mais une découverte récente sous l'océan Atlantique pourrait changer complètement la donne. Des scientifiques ont confirmé l'existence d'un gigantesque réservoir caché d'eau douce, enfoui profondément sous le plancher océanique au large de la côte est des États-Unis. D'habitude, les chercheurs y font des forages en quête de pétrole ou de gaz naturel. Mais cette fois, ils ont peut-être trouvé quelque chose d'encore plus précieux, de l'eau. Lors d'une expédition majeure près de la côte Est, des scientifiques ont foré à des centaines de pieds sous le fond marin et découvert d'énormes couches de sédiments gorgés d'eau à faible salinité. Les premières preuves suggèrent que cet aquifère souterrain pourrait s'étendre sur plus de 300 milles du New Jersey au Maine, et les chercheurs ignorent encore son ampleur réelle. Certaines estimations suggèrent que de tels réservoirs pourraient potentiellement subvenir aux besoins de millions de personnes pendant des décennies, surtout si des systèmes similaires existent ailleurs dans le monde. Et c'est important, car moins d'1% de l'eau sur Terre est de l'eau douce facilement accessible. Tout le reste est piégé dans les océans, les glaciers, les calottes glaciaires ou profondément sous terre. Alors, chaque nouvelle source d'eau douce devient soudainement un enjeu majeur. Ce que les scientifiques ont trouvé sous l'Atlantique est en fait une éponge souterraine géante imbibée d'eau dessalée, une eau qui contient bien moins de sel que l'eau de mer normale. Par endroits, la salinité était étonnamment proche de celle de l'eau douce que l'on trouve sur Terre. Vient maintenant le plus grand mystère. D'où peut bien provenir cette eau? Une théorie est étonnamment simple. Les scientifiques pensent que l'eau douce a pu être piégée sous le fond marin comme du fromage scellé à l'intérieur d'un calzone géant. Pendant l'ère glaciaire, le niveau de la mer était bien plus bas et certaines parties du fond océanique actuel étaient en fait de la terre ferme. L'eau de pluie s'est infiltrée sous terre comme de l'eau souterraine normale. Mais quand les glaciers ont fondu et que le niveau de la mer a monté, d'épaisses couches de sédiments ont recouvert l'eau comme une croûte, la scellant sous le fond marin pendant des millénaires. La deuxième théorie est encore plus étrange. L'eau s'est peut-être formée sous des glaciers géants il y a des dizaines de milliers d'années. Actuellement, les scientifiques tentent de déterminer l'âge réel de cette eau et si le réservoir continue d'être alimenté aujourd'hui. Car si l'eau douce continue de s'écouler lentement et naturellement dans le système, cette découverte pourrait devenir l'une des ressources cachées les plus importantes sur Terre. Depuis des millions d'années, quelque chose se tapit dans les profondeurs de l'océan. Vous ne pouvez ni le voir, ni le toucher, ni le cartographier au sonar, et pourtant il retient des espèces entières là où elles se trouvent. Récemment, des chercheurs ont identifié ces victimes, d'étranges cousins de méduses quasi identiques, sauf pour un détail singulier. L'une parcourt les océans du monde, l'autre reste prisonnière de l'Arctique, incapable de s'échapper. Qu'est-ce qui l'en empêche? Ce n'est ni la glace, ni la terre, ni même la profondeur, mais quelque chose de bien plus étrange. Examinons de plus près ce mystère. Les méduses concernées appartiennent à une sous-espèce au nom aussi complexe que difficile à prononcer, aussi vais-je m'en abstenir. Le voici. Elles vivent à de très grandes profondeurs, entre 1000 et 2000 mètres environ. Si profondément que la lumière du soleil n'y parvient même pas. Ce qui est étrange, c'est que certaines arborent un petit bulbe au sommet de leur corps en forme de parapluie, d'autres non. Cette infime différence détermine entièrement leur destin. Celles avec bulbe voyagent à travers tous les océans. Celles qui en sont dépourvues restent confinées dans l'Arctique, comme condamnées à y demeurer. Pour élucider ce phénomène, le scientifique Javier Montenegro et son équipe ont passé en revue plus de 120 ans de photographies et d'observations de méduses, puis ont ajouté des analyses ADN modernes. Les résultats sont étonnants. Sur le plan génétique, les méduses arctiques, qu'elles présentent un bulbe ou non, sont identiques aux espèces à bulbe de l'Atlantique Ouest.
Cependant, en dépit de cette similarité, seules les méduses sans bulbe demeurent piégées au nord. Qu'est-ce qui les retient? Il ne s'agit ni d'un mur sous-marin géant, ni d'une barrière rocheuse. Les scientifiques estiment que cette barrière est d'ordre biologique ou géographique, à l'instar de la ligne Wallace, la frontière invisible de la nature. Imaginez naviguer en Indonésie, de Bali à Lombok. À peine 35 km à franchir, pas de quoi faire une sieste prolongée sur le pont du bateau. Une fois arrivés, les plages semblent identiques, le climat semblable. Les palmiers se balancent tous de la même manière. Pourtant, en observant la faune, vous pénétrez dans un tout autre univers. Oiseaux, mammifères, même reptiles ne correspondent soudainement plus à ce que vous veniez de voir un peu plus tôt. Cette ligne invisible séparant les deux mondes est précisément la ligne de Wallace. L'histoire débute en 1859. Alfred Russel Wallace, naturaliste britannique, parcourait alors les Indes orientales. En passant d'une île à l'autre, il observa quelque chose d'inexplicable. Sur les îles occidentales, comme Bornéo et Bali, les animaux semblaient typiquement asiatiques. Singes, tigres, pivers, rien d'inhabituel. Mais plus à l'est, la faune paraissait venir directement d'Australie. Marsupiaux, cacatoès, même des cousins des kangourous. Les deux ensembles ne se mélangeaient absolument pas. Wallace comprit qu'une étroite bande d'eau pouvait agir comme une immense frontière biologique. Comment deux îles, assez proches pour se distinguer à l'œil nu, pouvaient-elles abriter une faune si différente? Cette ligne n'est pas une simple curiosité naturelle, mais le produit de puissantes forces géologiques. Entre les îles s'étendent des fosses sous-marines qui n'ont jamais été asséchées, même lorsque les anciens niveaux marins montaient et descendaient. À l'ouest s'étend le plateau de Sunda, une vaste plateforme submergée qui reliait autrefois l'Asie aux îles voisines. C'est pourquoi Bornéo, Sumatra et Java regorgent d'espèces d'origine asiatique. À l'est se trouve le plateau de Saül, qui reliait jadis l'Australie à la Nouvelle-Guinée et permettait la dispersion des espèces australiennes. La ligne de Wallace coupe précisément entre ces deux plateaux. Dans cette région du monde, l'archipel indo-australien, 4 grandes plaques tectoniques entrent en collision. Lorsque les mers montaient, les animaux se retrouvaient isolés sur les îles. Quand les mers redescendaient, certaines espèces parvenaient à traverser, mais en nombre limité. C'est ainsi que deux îles séparées par un simple trajet en bateau ont fini par développer des écosystèmes entièrement distincts. La ligne de Wallace n'est pas une découverte récente. Cette frontière invisible influence les animaux depuis des millions d'années. Au Pléistocène, lorsque les mammouths géants parcoururent la planète et que les océans étaient jusqu'à 120 mètres plus bas, nombre d'îles indonésiennes étaient en réalité reliées entre elles. Tigres et éléphants pouvaient alors passer d'un territoire à l'autre sans jamais toucher l'eau. Mais même lors de ces fortes baisses du niveau marin, l'Asie et l'Australie ne se sont jamais unies. Il subsistait toujours entre elles une bande d'eau très profonde. Cet intervalle aquatique agissait comme un mur infranchissable. Depuis plus de 50 millions d'années, il empêche le mélange des espèces, maintenant la faune asiatique d'un côté et l'étrange faune australienne de l'autre. Cette zone centrale d'îles, coincée entre les deux continents, porte le nom de Wallacea. Seuls les animaux capables de nager, de voler ou de franchir la haute mer ont pu s'y installer. Tous les autres sont restés chez eux, sans aucune exception. Comme vous le voyez, il existe presque toujours une explication logique et scientifique à la plupart des phénomènes terrestres. Peut-être saurait-on en trouver une pour ces méduses prisonnières. Il semblerait que le problème se situe dans la dérive nord-atlantique, un courant chaud issu du Gulf Stream. Les chercheurs ignorent encore pourquoi, mais quelque chose dans cette zone empêche les méduses dépourvues de bulbes de progresser. Une hypothèse avance que les prédateurs au-delà de la dérive seraient trop dangereux pour ces animaux. Une autre suggère que la présence de ce bulbe conférerait un avantage de survie, mais nul ne le sait réellement. Pour l'instant, tout se passe comme devant une frontière invisible. Les méduses à bulbes passent, celles qui en sont privées restent sur place. Du côté pacifique de l'Arctique, nul besoin de barrières mystérieuses. Le détroit de Bering s'en charge déjà. Sa profondeur moyenne n'est que de 50 mètres, bien trop faible pour laisser passer des créatures des grands fonds. Ainsi, ces méduses, avec ou sans bulbe, ne peuvent pas s'échapper vers le sud.
Tant que nous parlons de vie animale, intéressons-nous encore aux particularités étonnantes de la faune le long de la ligne de Wallace, car les animaux permettent d'observer cette barrière de façon évidente. Les oiseaux, par exemple, refusent souvent de franchir le moindre espace d'eau libre. Leurs espèces s'arrêtent donc net à la frontière. Les mammifères se montrent encore plus rigoureux. Les chauves-souris peuvent traverser puisqu'elles volent, mais les grands animaux terrestres n'y sont jamais parvenus. Du côté australien dominant les marsupiaux, tels que les kangourous et les opossums, auxquels s'ajoutent des rongeurs indigènes arrivés plus récemment. Du côté asiatique apparaît une toute autre distribution. Singes, éléphants, tigres, félins, rhinocéros. Certes, quelques exceptions subsistent. Célèbes, situés au cœur de la séparation, abritent des macaques, des porcs et de petites tarsiers aux grands yeux. Mais dans l'ensemble, la rupture est manifeste. Il suffit de descendre de bateau pour que le monde animal se transforme entièrement. Mais qu'en est-il des plantes? Elles ne suivent pas toujours les règles avec la même rigueur. Les graines peuvent se fixer aux oiseaux, flotter à la surface de l'eau ou être emportées par le vent. Mais même ici, la ligne de Wallace se fait sentir. Prenez les eucalyptus. Ils sont aussi emblématiques de l'Australie que les kangourous, et presque aucune espèce ne parvient à gagner l'Asie. Il n'existe qu'une seule exception, qui est apparue, on ne sait comment, à Célèbes et aux Philippines. C'est là toute la magie de la ligne de Wallace. Deux îles peuvent sembler identiques, même climat, même forêt, parfois assez proches pour être visibles de part et d'autre du détroit, mais leur faune diffère comme le jour et la nuit. Et tout cela tient à une frontière invisible dans la mer, en place depuis des millions d'années. De telles découvertes peuvent paraître modestes, mais elles sont capitales. Elles révèlent qu'il subsiste dans l'océan des limites cachées, que l'humanité ne comprend pas encore. Ces barrières invisibles pourraient expliquer comment les animaux marins se dispersent, évoluent et survivent. Comme le soulignent les chercheurs, observer deux formes corporelles distinctes au sein d'une même famille génétique montre à quel point notre connaissance des méduses et autres organismes gélatineux est limitée. Quant à la ligne Wallace, elle demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus fascinants de la biogéographie. Elle nous rappelle que la vie ne se répartit pas toujours de façon uniforme. Parfois, un simple bras de mer peut faire office de mur infranchissable. Les profondeurs marines recèlent bien plus de mystères que nous ne l'imaginions. Vous vous prélassez sur le pont du navire quand une masse blanchâtre et grise apparaît à l'horizon. À la manière d'un cauchemar ou d'un film d'épouvante, une étrange brume approche lentement du bâtiment. Elle semble sans fin, impossible de distinguer où elle débute et s'achève. En un rien de temps, le bateau paraît minuscule, perdu dans une mer de glace. C'est alors que vous comprenez, ce n'est pas le brouillard, mais un iceberg, et votre navire est sur le point de connaître le même sort que le Titanic. Ce genre de scène est d'ailleurs tout à fait plausible, car le plus grand iceberg au monde, dénommé A23A, s'est remis en mouvement après être resté prisonnier plusieurs mois d'un gigantesque tourbillon océanique. C'est la seconde fois, en quelques années seulement, que ce colosse de glace parvient à se libérer. La première remonte à 2023. Après être resté échoué sur le fond marin pendant pas moins de 37 ans, l'iceberg s'était mis à errer au gré des courants. Il couvre une surface équivalente à 3 fois celle de New York. Son poids avoisine également les 1000 milliards de tonnes. Ce monstre glacé s'est détaché pour la première fois de la plateforme glaciaire de Filchner, en Antarctique, en 1986. Mais au lieu de dériver, il s'est immobilisé sur les hauts fonds, à une faible distance de son point de rupture. Il a ainsi fondu beaucoup plus lentement que la majorité des icebergs. C'est en décembre 2023 qu'A23A s'est enfin libéré pour de bon, entamant une lente dérive loin de l'Antarctique. Cependant, sa course a rapidement été interrompue. Il s'est retrouvé coincé non loin des îles Orcades du Sud, pris au piège dans ce qu'on appelle une colonne de Taylor. Un tourbillon gigantesque, qui se forme lorsque les courants marins circulent autour d'une montagne sous-marine. À un moment donné, l'iceberg tournait sur lui-même d'environ 15 degrés par jour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais depuis le 13 décembre 2024, A23A est parvenu à s'extraire de cette colonne de Taylor et se déplace à nouveau. Les scientifiques observent attentivement son parcours, curieux de savoir s'il empruntera la même trajectoire que d'autres icebergs ou s'il suivra une route inédite. Des icebergs aussi gigantesques que l'A23A libèrent des nutriments dans les eaux environnantes lorsqu'ils fondent. Ce phénomène peut en fait créer des foyers de vie dans des zones océaniques habituellement désertes. Pourtant,
il reste encore beaucoup à comprendre sur la manière dont les caractéristiques telles que la taille, la forme ou l'origine d'un iceberg influencent ce processus. Pour en apprendre davantage, les chercheurs ont commencé à collecter des échantillons d'eau des zones qu'A23 est susceptible de traverser. Et ils continueront à en prélever tout au long de sa dérive, en espérant que cela nous permettra de mieux saisir l'impact des icebergs massifs sur les écosystèmes marins alentours. Au fait, le glacier auquel notre colosse appartenait pourrait être d'une ancienneté remarquable, littéralement millénaire. En Antarctique, la glace la plus ancienne pourrait dater de près d'1 million d'années. Au Groenland, elle atteint plus de 100 000 ans. Tandis qu'en Alaska, la plus ancienne glace glaciaire jamais récupérée, découverte dans un bassin entre le mont Bonnat et le mont Churchill, n'a qu'environ 30 000 ans. Un bambin à côté des autres. Parallèlement, dans un glacier de vallée typique de l'Alaska, il ne faut qu'environ 100 ans pour que la glace récemment formée traverse l'intégralité du glacier. Quant au glacier Bering, le plus vaste de cet état, avec ses 225 km de long, sa glace parvient à le traverser en moins de 400 ans. Voilà qui témoigne du mouvement constant d'un glacier d'une telle ampleur. Passons maintenant à l'allée des icebergs, un tronçon de l'océan Atlantique qui relie l'Arctique à Terre-Neuve. Si vous rêvez de voir une multitude d'icebergs, c'est là qu'il faut vous rendre. Chaque année, d'innombrables blocs de glace traversent cette région, la majorité en provenance du Groenland. Au printemps et en été, de larges fragments de glaciers se détachent et sont acheminés par les courants nord-sud, traversant la baie de Baffin pour atteindre la mer du Labrador, où ils finissent de parfondre. Certains proviennent également des côtes canadiennes, empruntant le détroit de Davis avant de dériver vers la mer du Labrador et longer les côtes est et ouest de Terre-Neuve. Ces énormes blocs de glace sont également très anciens, datant d'environ 10 000 ans. Chaque année, entre 400 et 800 icebergs de taille moyenne à grande traversent l'allée des icebergs. La vitesse de leur dérive dépend de leur volume, de leur forme, des courants, des vagues et du vent. Mais la vitesse moyenne reste inférieure à 600 mètres à l'heure. Il existe 6 types d'icebergs traversant l'allée. Les icebergs tabulaires sont de grandes plaques de glace, bien plus larges que hautes. Les icebergs trapus ont des bords abrupts et des angles acérés, semblables à des pyramides tronquées. Les icebergs biseautés possèdent un côté raide et une pente inclinée. Les icebergs en dôme ont un sommet arrondi. Les icebergs pointus ont un ou plusieurs sommets escarpés. Enfin, les icebergs érodés prennent la forme d'un U, avec une section évidée. Tous sont impressionnants. Laissez-nous savoir en commentaire lequel est votre préféré. Quoi qu'il en soit, à mesure que ces icebergs dérivent vers le sud, l'eau plus chaude accélère leur fonte, ce qui les rend imprévisibles, parfois même dangereux. Aujourd'hui, les satellites suivent les icebergs de taille grande et moyenne pour éviter les accidents. Mais les plus réduits restent un danger pour les petites embarcations. En 2018, un iceberg a fait les gros titres lorsqu'il s'est approché de manière inhabituelle du village de Ferryland à Terre-Neuve. Les photos montrant ce gigantesque iceberg dominant les maisons du village ont fait le tour du web. Il s'est retrouvé coincé dans 100 mètres d'eau, une zone bien trop peu profonde pour sa taille colossale. Et maintenant, je vais vous emmener dans un voyage étonnant à travers le passé pour assister à la naissance de quelque chose de magnifique et d'une grande tragédie. Son existence même a conduit à l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire. Regardez, un immense bloc de glace se détache d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. Il est composé de neige tombée il y a plus de 1700 ans, à l'époque où les mammouths erraient encore sur la Terre. L'énorme iceberg débute son long périple. Il mesure plus de 520 mètres de long et pèse 75 millions de tonnes. Malgré sa taille, il reste relativement paisible et s'éloigne des navires ainsi que des principales voies maritimes proches de son glacier natal. Cependant, il commence à dériver vers le sud, bien plus loin que la plupart des icebergs. En général, des blocs comme celui-ci fondent bien avant de parvenir dans des eaux aussi chaudes. Parmi les 15 000 à 3 000 icebergs qui se détachent des glaciers et du Groenland chaque année, seuls 1% environ parviennent jusqu'à l'Atlantique. La trajectoire exceptionnelle de cet iceberg, qui atteint plus de 8000 km au sud du cercle arctique en avril, le rend véritablement unique. Même après plusieurs mois de fonte, ce bloc de glace reste d'une taille impressionnante. Il pèse environ 1,5 million de tonnes, soit près de 2 fois le poids du pont du Golden Gate. Au-dessus de l'eau, sa partie visible s'élève à plus de 30 mètres. Mais, comme la plupart des icebergs, la majorité de sa masse, environ 90%, demeure sous la surface. L'histoire de cet iceberg prend une tournure tragique le 14 avril 1912, lorsque, devinez quoi? Eh oui,
Ils croisent le paquebot Titanic. Le navire se trouve à environ 600 km de Terre-Neuve dans l'océan Atlantique Nord, lorsque l'iceberg semble surgir de nulle part. L'équipage ne le repère que quelques minutes avant la collision. Pourquoi ne l'ont-ils pas vu plus tôt? Une excellente question. La plupart des gens imaginent les icebergs comme de grands blocs de glace d'un blanc éclatant, souvent recouverts de neige. Pourtant, en réalité, les icebergs existent sous une multitude de couleurs. Certains présentent des rayures, des motifs, ou même des tourbillons semblables à des bonbons. Et il est même possible qu'ils soient noirs. Un iceberg peut devenir noir de deux manières. Lorsque la glace est extrêmement pure, sans bulles ni fissures, elle absorbe toute la lumière au lieu de la renvoyer, ce qui lui donne une apparence sombre. Une autre possibilité est qu'une éruption volcanique recouvre un glacier de cendres. Si un morceau de ce glacier se détache, il peut revêtir une teinte noire. Les chercheurs ne sont toujours pas certains de la raison pour laquelle l'iceberg du Titanic semblait sombre, ou même si c'était réellement le cas. Cependant, la vigie a affirmé qu'il paraissait noir. Un autre matelot l'a décrit comme gris ou gris foncé. Une hypothèse suggère que ce bloc ait pu être un iceberg noir, formé lorsque la partie supérieure fond, ce qui entraîne un basculement de l'iceberg. Si la partie inférieure est suffisamment lisse pour absorber la lumière, il apparaît alors sombre. Cependant, même si l'iceberg n'était pas véritablement noir, la nuit a certainement dû compliquer sa détection. Les icebergs réfléchissent peu la lumière, notamment lorsqu'ils sont irréguliers ou verticaux. Ils se fondent alors dans l'océan sombre et scintillant. Sans radar, il est extrêmement difficile de repérer un iceberg la nuit, ce qui explique probablement pourquoi l'équipage du Titanic ne l'a pas aperçu à temps.